Une forte tempête a recouvert les montagnes de neige. Les branches d'épinette se balançaient au vent et étaient recouvertes d'une petite couche de neige. La guerre faisait rage entre Scylla, la tribu Ratis et la famille Helms, qui dirigeait Isabelle. Selon la rumeur, les fusions de sang auraient commencé lorsque les Helms auraient découvert une immense cache d'or à Ratis. La neige d'un blanc éblouissant est rapidement devenue rouge de liquide écarlate. Depuis ce jour, de nombreux guerriers sont morts. La tribu Scylla, qui ne comptait que 30 000 personnes, fut rapidement vaincue par les troupes d'Isabelle. Les événements se déplacent rapidement vers Ratis en l'an 372. Les corps épuisés des habitants tremblaient de froid et de peur. Une main fine et griffue tenait une lame couverte de sang humain. La femme est tombée et a demandé grâce. Bientôt, la lame reçut une nouvelle portion de sang. Les habitants tremblaient en regardant la brune et demandèrent grâce. L'un des hommes leva la tête et demanda pourquoi ils tuaient leur tribu. Et il a rappelé qu'ils se sont battus avec courage sur le champ de bataille. Avant sa mort, le blond a dit que même après leur mort, il ne pardonnerait pas les salauds d'Isabella. La guerre fut sans merci. Des femmes et des enfants furent tués. Saisissant avec force la tête de celui qui résistait, le brun lui ordonna de s'incliner devant lui. La robe couleur bois s'étendait sur le désert enneigé. Attrapant un autre homme par le visage, le tueur cruel lui demanda ce qu'il regardait. La neige blanche comme neige se remplit rapidement de sang, et les mains à la peau blanche devinrent écarlates. Le tueur n'a pas ressenti le moindre regret, mais un sourire est apparu sur son visage. Un liquide écarlate coulait rapidement des corps sans vie, dont la chaleur était rapidement emportée par le vent hivernal violent et en rafale. Les gens ont continué à demander grâce, assurant qu'ils étaient prêts à se rendre. L'aîné Ratissa était prêt à se voir confisquer leurs terres, leur or et leur honneur. Et il a assuré qu'ils n'avaient besoin de rien. Les gens demandaient si le vieil homme avait vraiment perdu la tête parce qu'il s'était agenouillé devant les envahisseurs. Les larmes aux yeux, le brun a demandé à se taire et a assuré qu'ils avaient déjà perdu. La brune observait calmement les habitants effrayés et épuisés par la faim et le froid. Le gars a léché le sang de sa main, tandis que son sang-froid était visible dans ses yeux. Le dirigeant a expliqué qu'en plus des bijoux, il était prêt à offrir sa fille unique. L'aîné dit que la jeune beauté appartenait désormais entièrement au conquérant. Levant la tête, la jeune fille demanda avec surprise si elle n'était en fait qu'un simple bien à échanger pour son père. Il n'y avait aucune peur dans les yeux de la jeune fille, et elle était prête à accepter son sort. La brune regarda avec dédain l'aîné, qui accepta de tout donner pour son âme sans valeur. En riant, le conquérant demanda pourquoi la fille était si chère. S'approchant de la jeune femme, l'homme lui ordonna de relever la tête. Le conquérant expliqua qu'il aimerait regarder son joli visage. Une main griffue et couverte de sang attrapa fermement la jeune fille par le cou. La brune sourit et remarqua qu'elle était très belle. L'envahisseur a convenu qu'il sauverait leur vie sans valeur pour la terre, l'or et la fille du chef. L'aîné restait attaché sur la neige couverte de sang. Des flocons de neige blancs et moelleux tourbillonnaient au-dessus de l'homme. Les événements sont transférés à Isabelle en l'an 373. La fille de la tribu a épousé le prince Seth Helms. Le couple a été béni par la reine, mais personne ne pouvait qualifier cela de mariage heureux. La main blanche comme neige de la jeune fille reposait avec hésitation dans la paume griffue de Seth. Le gars a pris le peigne. Il a dit avec tristesse dans la voix que lorsqu'il était enfant, il avait demandé une poupée à son père. Puis le parent a frappé le garçon au visage. Et il a assuré que ce jouet était destiné uniquement aux filles. Malgré de violents passages à tabac, l'homme a volé la poupée à la jeune fille et a enfermé le jouet dans un coffre en chêne. La brune entretenait quotidiennement l'apparence du jouet en peignant soigneusement les cheveux du jouet. Un jour, mon père a trouvé ce jouet et l'a déchiré en plusieurs petits morceaux. Seth baissa la tête, comme s'il admettait sa culpabilité. En souriant, le gars a affirmé que jusqu'à présent, il n'avait pas de poupée. Le prince peigna doucement les cheveux de son élu, après quoi il déshabilla la jeune fille. La brune remarqua qu'elle était impeccable. Après 3 années malheureuses, la jeune fille a emmené sa fille Isla sur le terrain. L'enfant n'avait alors que 11 mois. La brune a demandé à l'homme d'emmener le bébé loin, très loin, là où le prince ne pouvait pas l'atteindre. L'homme a demandé à l'accompagner parce que l'enfant avait besoin d'une mère. Il a prévenu que si Isola restait, son mari assoiffé de sang la tuerait. La jeune fille baissa les yeux sans répondre. Le sauveur s'est rendu compte qu'elle avait déjà fait son choix. Sautant sur un cheval noir, l'homme a éperonné l'animal, le faisant voler bien au-delà de l'horizon. Le blond dit au revoir à la dame pour toujours. Isola est venue au royaume contre sa propre volonté et a vécu avec un monstre. La jeune fille espérait sincèrement qu'un jour quelqu'un la ferait sortir de cette maison malheureuse.
Elle espérait sincèrement pouvoir un jour retrouver sa fille dans cette aventure monotone de la vie. À ce stade, Isola ne pouvait pas espérer que sa fille serait toujours heureuse. La jeune fille piétina lentement les bras du monstre, lui ressemblant de plus en plus. Le prince tua sans pitié sa femme, transformant son visage en une masse informe. Ignorant le corps sans vie de sa femme, le monstre ordonna de retrouver l'enfant. L'incendie a rapidement consumé le majestueux château. S'inclinant, le chevalier dit ce qu'il cherchait. Mais l'homme et la fille de sa majesté s'enfuirent. Le brun sortit un petit médaillon et le fit glisser lentement le long de ses longues griffes. Le conquérant a mis sous ses pieds un objet autrefois précieux et l'a emporté. Parmi les fragments qui gisaient sur le sol se trouvait une photographie de la princesse. Le monstre a arraché le cœur d'Isola, qui n'a cessé de battre. La silhouette du prince se courbait terriblement, comme s'il s'agissait d'une ombre ordinaire. La brune a ordonné de retrouver l'enfant et a promis d'y mettre personnellement un terme. Un jour, la terre promise fut donnée par l'océan, le plus puissant des dieux. Le Tout-Puissant a offert à ses enfants une vie sereine. À des centaines de kilomètres d'un endroit magnifique, la ville faisait des milliers de morts et des temps sombres qui semblèrent sans fin. Mais ensuite, il y a eu des rires partout. Et il suffisait de mettre les mains dans l'eau et de siffler Skolia Seikila. N'importe quel enfant pouvait attraper le poisson le plus frais. Chaque résident pouvait apporter à table un petit poisson scintillant au soleil. Les garçons fredonnaient joyeusement une mélodie tout en attrapant un dîner frais sorti de l'eau. Ils savaient que la vie valait la peine d'être appréciée parce qu'elle était trop courte et que le temps n'épargnerait personne. Une fille à proximité rinçait les vêtements. Seules mains fortes essorèrent le reste de l'eau du tissu. Mais soudain, le garçon blond attrapa le noyé par la jambe. L'enfant a commencé à traîner le corps jusqu'au rivage. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de peur. Une fille aux cheveux noirs, bouclés et aux yeux clairs se tenait sur le rivage. Elle tenait dans ses mains un panier rempli de petits poissons. Isla avait alors déjà 20 ans. L'immense navire était projeté d'un côté à l'autre le long des vagues menaçantes. L'eau s'est déversée sans pitié sur le pont du navire, faisant basculer le navire d'un côté à l'autre. Des éclairs brisèrent le bruit apaisant de la pluie. Le 13 mai, le navire appareilla d'Isabelle pour Verdigris. Le 5e jour du voyage, le navire rencontra une terrible tempête. Le mauvais temps a commencé soudainement, faisant couler rapidement les marchandises à bord avec tout l'équipage. Les vagues de tempête ont impitoyablement inondé le pont du navire, le faisant couler rapidement au fond. La cause de la mort de l'équipage n'était pas l'océan déchaîné, mais un invité non invité qui a été expulsé par ses compatriotes. La créature sauta sur le pont, ses pattes griffues raclant le parquet. Malgré de nombreuses tentatives de l'équipe pour leur sauver la vie, tout est resté en vain. L'eau de mer s'est rapidement mélangée au sang saumâtre. Devenir un voyou entraînera la chute de l'un des royaumes les plus puissants. Le monstre a rapidement mis en pièces les gens sur le navire déjà en train de couler. Les mâts du navire sont tombés sous l'eau. Près de la place de Dieu, des éclaboussures d'eau se firent bientôt entendre, qui tombaient sur le corps sans vie du noyé. Un garçon aux cheveux blonds a emporté sa trouvaille sur le rivage. L'enfant a rapporté que le mort s'était échoué sur le rivage. Malheureusement, ce sont les enfants qui ont découvert le corps sans vie. De nombreux badauds se sont rassemblés autour du défunt. Quelqu'un dans la foule a demandé si des personnes disparues avaient été signalées. Après une réponse négative, quelqu'un a suggéré qu'il s'agissait d'un suicide. Les habitants ont commencé à dire que le corps n'appartenait clairement pas à l'un des habitants. La femme âgée a suggéré que le corps aurait pu être emporté par le courant de Verdriga. La jeune fille a remarqué que la colonie voisine se trouvait à des dizaines de milles marins. La brune serre les mains. Elle a demandé combien de temps il avait fallu au noyé pour les atteindre. La jeune fille a assuré qu'après si longtemps, les cheveux et les ongles auraient pourri depuis longtemps. Elle a remarqué que le corps semblait entier et indemne. La brune a dit qu'elle n'avait jamais vu un si beau noyé auparavant. La jeune fille a remarqué que le poisson ne touchait pas le corps et que la peau ne se plissait pas du tout. Elle a demandé aux témoins si le corps s'était échoué sur leur côte. En souriant, la brune remarqua que l'inconnu était charmant et avait l'air de s'allonger pour faire une sieste. La brune fendait activement du bois et interrogeait le vieil homme sur les crémations. La jeune fille a demandé si cela s'appliquait exclusivement aux sorcières. Et elle a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas remettre le mort à l'eau. Des gouttes de sueur froide sont apparues sur le visage de l'homme, et il a demandé à sa fille de surveiller sa langue. Le père a rappelé que l'océan leur donnait beaucoup, parfois même ce qu'ils ne demandaient pas. L'homme aux cheveux gris expliqua que parfois l'océan majestueux ne leur envoyait pas un poisson, mais un diable en chair et en os. Bientôt, le bûcher funéraire fut prêt. La brune a dit qu'elle allait ramasser le cadavre.
Le père a strictement demandé à la fille de ne rien faire de stupide. Avec un sourire malicieux, la jeune fille partagea l'opinion de son père. Un homme de la foule a demandé de ne pas poursuivre la cérémonie et a proposé de faire en sorte que le noyer fusionne avec l'océan. L'un des hommes renifla en disant que ce rituel était réservé aux locaux. La brune a expliqué qu'avant la crémation, l'âme du gars doit retourner à Dieu, sinon il errera dans le monde souterrain. L'homme a demandé à l'aîné s'il pouvait accomplir la cérémonie. La brune remarqua que les mains de son père tremblèrent violemment. La jeune fille a affirmé que dans un tel état, l'aîné ne pouvait pas accomplir ce rituel, et a demandé que cet honneur lui soit rendu. Prenant la main de son père, la brune lui demanda de la laisser l'aider. Elle a promis d'être toujours à ses côtés. Le vieil homme était envahi par un souvenir. Dans ce document, la jeune fille était indignée de devoir vivre toute sa vie dans une cage de luxe et considérait cela comme dégoûtant. Réfléchissant un peu, l'homme hocha la tête en fermant ses yeux marrons. Après un moment de transe, il répondit par l'affirmative. Les vagues de la mer se sont écrasées calmement contre la jetée en briques. Les gens se sont rassemblés autour du cadavre, qui gisait sur un banc en bois. La brune prit un petit scalpel dans ses mains et survola le cadavre, exposant le haut de son corps. La jeune fille a fait la première coupe avec confiance. La lame coupa facilement la peau de sa tempe, exposant la chair morte. Plusieurs instruments ouvrirent la bouche du mort, révélant des crocs acérés comme des dagues. Un scalpel dans les mains de la jeune fille enlevait la peau de son visage. Bientôt, la brune enleva la peau, exposant chaque muscle des expressions faciales du mort. La jeune fille a dit qu'on lui enlevait son identité pour qu'il puisse traverser l'océan. La fille du chef, d'un léger mouvement de la main, arracha les globes oculaires du mort. Elle a dit qu'elle faisait cela pour qu'il ne voie pas ceux qui lui faisaient du mal. D'un mouvement habile du scalpel, la jeune fille ouvrit le ventre du cadavre et en sortit les organes internes, afin qu'il soit plus facile d'aller à Dieu. Après avoir retiré le cœur de toute la messe, la jeune fille dit qu'il le rendrait au défunt afin qu'il soit avec lui jusqu'à la fin du monde. Déjà au coucher du soleil, les eaux brûlaient dans le bûcher funéraire. Le feu a lentement mais inexorablement incinéré les restes de chair. L'éclat du soleil couchant jouait vivement sur la surface de l'eau de mer. De nombreuses algues se sont échouées sur le rivage. Les gars ont appelé Eric pour qu'il s'approche d'eux et les aide. Le garçon regardait la surface de la mer avec incertitude, mais n'osait toujours pas faire un seul pas. La brune a insisté sur le fait qu'attraper la jambe d'un homme mort n'était pas la fin du monde. Un autre gars a suggéré que son ami essayait d'éviter de travailler de cette façon. Les garçons ont rapidement collecté des algues dorées. En riant, le blond demanda à son ami s'il avait vu le visage d'Eric. Le garçon a plaisanté en disant que leur ami avait très peur. Le brun demanda à son ami de tenir le panier. Il a expliqué qu'il voulait lui montrer quelque chose. Le gars a pris une algue et a demandé à son ami d'imaginer que c'était la jambe d'un cadavre. Et il s'agissait d'Eric. Le gars qui balançait joyeusement sa main dans l'eau a attrapé cet objet. Il a crié et a ri. L'ami a demandé comment Eric se sentait. L'un des adultes a ordonné à la brune d'arrêter de taquiner le garçon, car il l'avait offensé au point de pleurer. Le blond demanda à son ami de venir vers eux et de l'aider. Les garçons, se tenant la main, commencèrent à sortir les algues dorées, à les jeter et à les ressortir, afin de montrer qu'il n'y avait aucun danger caché dans l'eau. Après quelques jets d'algues, la brune attrapa autre chose. La peur apparut dans les yeux d'Eric. En se retournant, le garçon aperçut une tête d'homme flottant à la surface. Il y avait de l'horreur dans les yeux du gars. La patte toucha son doux visage de bébé. Bientôt, en raison du manque d'air, des bulles ont commencé à émerger rapidement sous l'eau. La créature a décidé d'achever rapidement le bébé et l'a attrapé fermement par le cou avec sa patte griffue. Les griffes, acérées comme des poignards, transpercèrent le gars, rendant l'eau de mer écarlate. Après quelques instants, les yeux du gars se sont écarquillés et l'air restant a commencé à s'échapper de sa bouche. Les habitants de l'île savaient que l'histoire d'amour était indestructible, et peu importe où elle commençait. Les yeux d'Eric étaient remplis de peur, mais il n'osait pas venir l'aider. Le soleil couchant brûlait, laissant présager que la terre promise serait bientôt plongée dans l'obscurité. Réalisant qu'il ne pouvait pas sauver son ami, le blond, respirant lourdement, sortit de l'eau. La créature a décidé de ne pas lâcher le gars et l'a entraîné dans les profondeurs de la mer. Pendant quelques instants, la zone de la mer fut tachée de sang. Une patte sombre et griffue sortit de l'eau, pulvérisant un liquide cramoisi autour d'elle. Les cheveux noirs jouaient dans le vent tandis qu'un sourire apparaissait sur le visage de la créature. Avec un sourire effrayant, le monstre regarda Eric assis sur le rivage. En ce jour malheureux, il est né des profondeurs de la mer.
La cheminée crépitait confortablement dans les petites maisons en bois. Au foyer, les mères attendaient le retour de leur fils de la pêche. L'arôme appétissant du ragoût flottait dans la maison confortable. Les femmes espéraient voir leur fils à la maison le plus tôt possible, avec ou sans poisson. À première vue, tout se passait comme d'habitude. Aucune des mères ne pouvait même imaginer qu'un jour leurs enfants ne rentreraient pas à la maison. Des corps sans vie et sans effusion de sang gisaient sur le rivage ou flottaient dans la mer. Le monstre regardait le coucher du soleil s'éteindre. Se retournant, la brune regarda le garçon dont le corps tremblait et il y avait de l'horreur dans ses yeux. Si les habitants de la ville savaient que quelque chose comme cela pouvait arriver, ils diraient aux enfants dès le berceau qu'ils ne devraient pas aller à la mer après le coucher du soleil. D'un léger mouvement, une griffe acérée comme un rasoir a arraché la tête du gars. Il y avait de la peur dans les yeux d'Éric, et un liquide écarlate suintait du moignon de son cou. Les créatures voulaient que les habitants baissent la tête vers le sol. Les yeux d'Éric s'écarquillèrent bientôt, montrant l'horreur et la peur. La créature a enfoncé sa patte griffue dans les profondeurs de la mer. Le monstre sortit le même corps et lui murmura de se réveiller. De nombreuses créatures à la peau verte et pâle ont commencé à sortir de la mer. La tête du type restait posée sur les pierres chaudes. En quittant la maison, la femme a appelé Éric pour lui dire qu'il était temps pour lui de rentrer chez lui. La mère attentionnée scrutait du regard la côte rocheuse. Le corps sans vie de son fils gisait non loin de chez lui. En voyant la tête, la femme courut, se demandant si c'était son fils bien-aimé. La femme regarda avec horreur la petite tête qui gisait dans une mare de son propre sang. La mère a essayé de courir vers son fils, mais un monstre au visage pâle s'est dirigé vers elle. La fille du chef se retourna en entendant un rugissement à peine audible accompagné d'un coup de vent. Le son était à peine audible, et au même moment où se produisaient des événements terribles, tout devenait un cauchemar en un instant. Le monstre regardait par la fenêtre, regardant dans les yeux l'une des femmes, qui préparait paisiblement un copieux repas pour sa famille. Le monstre, avec une respiration sifflante lourde, passa la main par la fenêtre ouverte, essayant d'entraîner la ménagère. La femme sauta assez rapidement de la fenêtre et regarda la créature avec horreur. Sur 4 membres, comme des animaux, il se précipita vers la porte ouverte. Malheureusement, les habitants de la maison n'ont pas eu le temps de claquer et de verrouiller la porte. Les créatures se précipitèrent vers eux sans voir aucun obstacle sur leur passage. Après avoir sauté dans la maison, les créatures ont commencé à déchirer sans pitié les corps humains. Parfois, j'avais l'impression que les gens étaient comme des mouches pour eux. Les sols en pierre de la maison ont été rapidement tachés de sang. Les créatures renversaient les gens et enfonçaient leurs griffes acérées comme des rasoirs dans leur corps sans défense. La maison était remplie de cris d'horreur et de panique. On pouvait entendre la respiration lourde de créatures étranges venues des profondeurs de la mer. Bientôt, il ne resta plus qu'une seule femme dans la maison autrefois confortable. Elle a vu avec horreur ses proches être déchirés et dévorés par ces créatures. La femme au foyer a fait de son mieux pour fermer la porte et lui sauver au moins la vie. La femme a réalisé que son foyer n'était plus destiné à être sauvé. La lourde porte en bois commença à céder aux tentatives des créatures pour la franchir. Les créatures réduisirent rapidement la seule défense de la brune en lambeaux, en de nombreux petits éclats. La créature a attrapé la femme par la jambe et l'a entraînée vers elle. La brune hurla de douleur et de peur. Une créature des profondeurs de la mer la déchirait vive. Les gens ont essayé de se cacher, paniqués. Mais certains hommes courageux ont même tenté de combattre ces terribles créatures avec des moyens improvisés. Des créatures assoiffées de sang poursuivaient les gens parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir assez après un long séjour dans les profondeurs de la mer. La fille du chef tua les créatures d'un mouvement habile de la main. La jeune fille a habilement tranché la gorge des créatures, les faisant terriblement siffler. Des vagues de couleur rougeâtre se sont écrasées sur le rivage. La créature étendit sa patte griffue vers la ville paisiblement endormie. Des gouttes d'eau coulaient lentement du corps musclé du monstre vers les profondeurs de la mer. La crémation aurait pu sauver la ville de l'invasion des monstres, mais l'âme a facilement quitté le corps. Il se souvenait de ses yeux arrachés dans ses mains, et j'ai essayé de me rappeler de qui il s'agissait. Il voulait retrouver ceux qui lui avaient fait ça. Le monstre se souvenait clairement du visage d'une jeune brune aux cheveux bouclés et aux yeux clairs. Il pouvait voir ses traits à travers ses yeux mi-ouverts. La brune était assise sur les pierres côtières couvertes de sang. Les vagues s'écrasèrent bruyamment sur les pierres côtières et recouvraient le corps musclé parfait du monstre ressuscité de milliers d'éclaboussures. Le sang de la créature que la jeune fille avait tuée coulait lentement sur le sol et éclaboussait les murs. La brune jeta rapidement la créature de côté pour tenter de sauver la femme qui faisait partie de son peuple.
La femme au foyer lui tenait le cou et se tortillait de douleur. Bientôt, une respiration sifflante inintelligible commença à sortir de la bouche de la femme. La fille du chef a demandé aux résidents de ne pas bouger et a demandé à pouvoir examiner la blessure. Les marques de morsure se sont rapidement répandues sur le cou du pauvre garçon. Une mousse épaisse et une respiration sifflante qui ressemblait à un rugissement commencèrent à sortir de la bouche de la femme aux cheveux bruns. L'infection s'est rapidement propagée dans tout le corps de la femme au foyer, couvrant son visage, son cou et tout son corps d'un réseau rouge de vaisseaux sanguins. Malgré des blessures importantes, la créature s'est précipitée sur la jeune fille, montrant ses crocs et en bavant. Saisissant une hache, l'homme à la barbe grise ordonna à Isla de se pencher plus près du sol. La hache passa au-dessus de la tête de la brune. L'aîné enfonça rapidement sa hache dans le cou de la créature. La créature essaya de résister. Il a arraché avec force l'instrument des mains fortes du chef. Mais bientôt l'aîné l'emporta. Et jetant le monstre au sol, il lui coupa la tête. La brune se tourna vers l'aîné qui cloua la créature au mur et la détacha en petits morceaux avec un couteau. En regardant dans la bouche de la créature, la jeune fille supposa avec horreur qu'il s'agissait d'un vampire. L'homme a assuré que la créature était un vampire de sang mêlé et a rappelé qu'elle était à moitié humaine. Le chef pressa le monstre contre le mur avec la crosse de sa hache. Il ne bougeait plus. Le sang a rapidement coulé sur les carreaux des rues de la petite ville. Les autres personnes ont fui, essayant de sauver leur vie. L'infection s'est propagée dans tout le corps de la femme, ce qui est devenu de plus en plus dangereux. Il manquait un bras à l'un des résidents âgés. Les rues étaient remplies de cris frénétiques de douleur et de souffrance. Les vampires déchiraient sans pitié les gens ou les rendaient semblables à eux-mêmes. Les gens étaient impuissants face aux créatures. Les vampires envahirent rapidement la ville. Saisissant de petites pierres, la jeune fille commença à les lancer courageusement sur les invités non invités. La fille aînée a fait tout son possible pour sauver le peuple. L'homme a jeté à Isla une de ses trousses à outils. La jeune fille prit habilement le couteau et commença à retirer rapidement la peau de la créature. La jeune fille a dit qu'elle prenait son identité pour qu'il puisse traverser l'océan. Des éclaboussures de sang infecté se sont répandues sur les murs. Malgré de graves blessures, le vampire n'avait pas l'intention de s'arrêter. La jeune fille a continué à accomplir le rituel malgré toutes les horreurs qui se produisèrent dans la ville. Des gens armés de fourches et de torches ont tenté de se défendre. L'aîné attrapa le monstre dans un filet et lui frappa le cœur. Le filet de pêche a commencé à se déchirer lentement, mais heureusement le couteau est allé droit au cœur. La jeune fille tendit la main avec hésitation, et il expliqua que la créature n'avait pas encore rendu l'âme, mais qu'elle était seulement immobilisée. L'aîné expliqua qu'il était impossible d'arrêter le cœur d'un vampire avec des armes humaines. La place de Dieu et les habitants qui s'y trouvaient furent rapidement recouverts de flammes brûlantes. Les monstres entourèrent les gens, mais ils combattaient de toute leur force. L'un des hommes agite une fourche pointue. Il a insisté sur le fait qu'il y avait 2 chemins pour atteindre le sommet et a suggéré qu'il fallait y aller. L'aîné a ordonné de traîner tout ce qui pouvait servir d'arme. Regardant autour de lui, l'homme appela Isla. La jeune fille s'est agenouillée à côté de la ménagère blessée, qui respirait encore. En posant la main sur l'épaule de sa fille, l'homme lui dit qu'il ne pouvait pas l'aider. L'aîné a expliqué que le poison d'un vampire métis se répandrait dans tout le corps en quelques heures et tuerait la femme. Brisant la foule de créatures, l'aîné demanda de ne pas laisser la brune la mordre. Le vieil homme aux cheveux gris a déclaré qu'en cas de danger, il était préférable de frapper toutes les créatures avec un couteau ou un autre objet tranchant. La jeune fille demanda anxieusement ce qui arriverait à l'aîné. Il a demandé à Isla d'emmener les blessés dans un endroit sûr. La blonde appela l'aîné et lui demanda de faire attention. D'un mouvement ultra rapide, le vampire essaya de se jeter sur eux deux. La créature renversa l'aîné, le faisant hurler de douleur. Les jambes du vieil homme devinrent rapidement comme un morceau de viande informe. Les os craquaient de plus en plus à chaque seconde qui passait. La brune plaqua sa main sur le visage du monstre avec rage. Le visage du vampire se brisa, et des restes de sang et de cerveau en sortirent. Les yeux gris restèrent tout aussi froids et déterminés. Isla a transpercé le monstre avec un poignard, le faisant hurler de douleur. Les mains de la jeune fille se sont rapidement couvertes du sang des créatures. Prenant la hache, elle continua de frapper furieusement la créature. Bientôt, il ne resta plus du visage et des dents carnassières qu'une tache sanglante. Isla n'a pas arrêté de frapper l'arme du monstre quoi qu'il arrive. Des éclaboussures sanglantes s'élevèrent rapidement dans l'air, transformant tout autour du Bordeaux. Il y avait une sorte de folie dans les yeux de la jeune fille. L'aîné courut vers elle et demanda à la brune d'arrêter. Il a expliqué qu'elle aurait pu devenir folle. Il y avait de la rage dans les yeux gris de la jeune fille.
En la tenant fermement contre lui, l'aîné a dit à la jeune fille qu'elle ne devrait pas faire cela. L'homme a insisté sur le fait que tout allait bien pour lui. Il commença à éloigner doucement la jeune fille du vampire, dont le corps avait été écrasé par une lourde hache. En serrant la brune dans ses bras, l'aîné prononça doucement son nom et affirma que tout irait bien. Malgré tous les efforts de l'aîné, elle tenait toujours la hache ensanglantée dans ses mains affaiblies. Il y avait de la tristesse sur le visage d'Isla, et des larmes coulaient presque dans ses yeux gris ternes. La jeune fille a fait de son mieux pour se contrôler. La brune a demandé pardon à l'aîné, car sa jambe avait été blessée par la créature. Les visages des hommes étaient couverts de gouttes de sueur froide. Il a insisté sur le fait que la jeune fille n'aurait pas dû faire cela et a affirmé qu'il allait bien. Elle a bandé la jambe de l'aîné. L'homme avançait en titubant, en boitant lourdement. Des gouttes de sang coulaient le long du membre blessé. L'un des survivants a ordonné à Isla de mettre le vieil homme en sécurité. Le type lui a conseillé de ne plus lâcher son arme. En ouvrant la porte avec hésitation, les enfants ont demandé à leur père ce qui se passait. L'homme, tenant une torche à la main, a ordonné à ses enfants de rester à la maison. Les gens marchaient en foule dans les rues de la ville. Beaucoup se sont poussés les uns les autres pour essayer d'augmenter leurs chances de survie. Tenant fermement la hache dans sa main, la brune demanda à l'aîné de la suivre. Isla a expliqué qu'il aurait dû se reposer. Le vieil homme a laissé de nombreuses taches écarlates sur l'asphalte. La créature remarqua soudain la jeune fille parmi la foule. Malgré tout, elle a calmé sa panique et a donné au vieil homme une chance de survivre. La surprise brillait dans les yeux bleus du vampire. Il a reconnu sa fille perdue il y a de nombreuses années. Jetant la tête coupée loin d'elle, la créature se dirigea rapidement vers la brune. Le vampire jeta le vieil homme de côté comme s'il n'avait pas besoin des poubelles. Avec ses dernières forces, l'homme a demandé à Isla de s'enfuir et au moins de lui sauver la vie. Il y avait un sourire malicieux sur le visage du vampire. Il prit la jeune fille par le visage, scrutant attentivement ses yeux gris fanés. La brune eut du mal à soulever la lourde hache ensanglantée. D'un seul coup de patte griffue, le brun brisa l'arme. Le manche de la hache vola sur le côté, mais il n'y avait aucune peur dans les yeux argentés. La jeune fille réalisa avec panique que son plan ne fonctionnait pas sur cette créature. La faible lumière des flammes jouait sur le visage du vampire. Les yeux améthystes de la brune fixèrent la jeune fille. Sans céder aux émotions, la brune réalisa qu'il y avait un feu derrière. Isla réalisa que c'était sa chance. Elle attrapa le manche de la hache et ramassa une partie du contenu du feu. La jeune fille, de toutes ses forces, envoya des charbons ardents sur le visage souriant de la créature. La jeune fille s'est rendue compte qu'il était nécessaire d'emmener l'aîné dans un endroit sûr, situé à l'écart de la ville. S'étant un peu remis des blessures causées par l'incendie, le vampire attrapa fermement la main de la brune. La créature a tordu la main de la jeune fille dans son dos, l'immobilisant. Isla a fait de son mieux pour esquiver, mais le vampire lui a mordu la chair. Les larmes aux yeux, l'aîné prononça le nom de la jeune fille. L'homme a demandé à la laisser partir. Le vampire marcha sans pitié sur le pied du vieil homme, lui cassant à nouveau le membre. Des gouttes de sang coulaient lentement de la jambe griffue. Poussant un cri, elle demanda comment la créature avait osé toucher l'aîné. Le vampire s'approcha de la jeune fille et la jeta au sol. La brune l'a mordue au cou, provoquant une douleur insupportable. La sangsue sature lentement sa soif avec son jus. L'aîné supplia le vampire de ne pas faire cela et de laisser partir la jeune fille. Isla frappa les jambes massives de la créature de toutes ses forces. La jeune fille a affirmé qu'elle ne pouvait plus respirer. Une respiration sifflante indiscernable sortait de sa gorge. Le sangsue, tenant le corps de la jeune fille, a demandé s'il pouvait maintenant parler à l'aîné. Le corps de la courageuse jeune femme pendait sans vie entre les mains du sangsue, comme s'il s'agissait d'un jouet en chiffon. Debout sur un champ désert, la jeune fille doutait que la reine l'aimerait. La brune expliqua que sa majesté avait un regard méchant. La brune a suggéré que cela pourrait être dû à sa tenue vestimentaire. La jeune fille s'est rassurée en disant qu'elle avait choisi le meilleur de ses vêtements. L'aînée a demandé à sa fille de ne pas parler ainsi de la reine. Elle a déclaré qu'elle détestait cet endroit et qu'elle voulait retourner à Ratis. Levant la main, la jeune fille assura qu'ils avaient perdu, et qu'elle avait été amenée comme une marchandise dans ce foutu endroit. La jeune fille se tenait au milieu d'un champ luxuriant et écartait fièrement les bras. Elle attrapa chaque courant de vent pour essayer de se sentir au moins un peu mieux. Isola était ravie de la beauté des vues locales. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle devrait vivre dans une cage de luxe toute sa vie. Comme sa mère, elle considérait cela comme quelque chose de dégoûtant. L'homme a demandé de ne pas dire cela et a promis d'être toujours du côté de la fille. Le corps d'Isola gisait dans la rue de la ville, jonché de panique humaine.
avec une odeur de brûlé et de sang. Le sangsue pressa l'homme contre lui, essayant de l'étouffer. Le monstre fut surpris d'avoir réussi à devenir un aîné. Le vampire remarqua qu'il avait presque oublié le visage de l'homme, car 20 ans s'étaient déjà écoulés. Un sourire se forma sur le visage de la créature. L'aîné se tordait de douleur car sa jambe avait été arrachée. Le vampire serra la blessure, empêchant l'homme de mourir si facilement. La brune expliqua que peu lui importait pourquoi la jeune fille était encore en vie et comment l'aîné avait réussi à la mettre en sécurité. Le sangsue a demandé à l'homme aux cheveux gris si la fille était sa fille. Avec un sourire fou, le vieil homme expliqua que le monstre n'était pas destiné à savoir cela, puisque lui-même ne le savait pas. La reine n'a pas partagé cette information avec lui. L'aîné a dit que le jour où le roi avait tué sa femme, il avait enterré son secret. Ce jour-là terrible, le sangsue est venu chercher sa femme et lui a dit qu'il était désolé, car il aimait déjà son visage. Les vampires ont rapidement emporté les os de la jeune fille et lui ont dit au revoir pour toujours. Roulant les yeux, le roi dit qu'il s'en souvenait. En regardant l'homme, le vampire supposa que son sang lui donnerait la bonne réponse. L'aîné a rappelé que le vampire ne pouvait rien lire sauf la fille. L'homme a demandé si le sangsue pensait que son sang lui dirait quelque chose. Montrant le corps fragile de la courageuse jeune fille, le roi demanda s'il devait prendre soin de la fille de son ex-femme. Essayant d'esquiver, l'aîné lui ordonna de ne pas oser faire ça. En souriant, le sangsue a dit qu'il voulait et avait osé le faire. Il fit de son mieux pour empêcher le vampire de toucher Isla. Le brun sourit et dit qu'il ne toucherait pas les doigts de la jeune fille. L'aîné supplia Isla de se réveiller. Des crocs blancs comme neige brillaient dans l'obscurité nocturne. La jeune fille au visage pâle gisait silencieusement sur les pavés soigneusement posés. Les flammes se sont rapidement rapprochées du corps sans vie. Il y a eu un appel pour se réveiller. Les monstres ont pris goût au sang de la jeune fille. La sangsue faisait lentement tourner son corps fragile sur le tourne-disque. La jeune fille a essayé de s'accrocher à la surface, mais ses ongles se sont cassés perfidement. La brune ne pouvait toujours pas ouvrir les yeux lorsqu'elle était dans l'esprit du monstre. De fins fils s'enroulèrent autour de ses bras, l'aidant à se relever au moins un peu. Le corps nu était tiré vers le haut et enveloppé dans une masse visqueuse incompréhensible. Bientôt, la substance incompréhensible commença à se transformer en quelque chose qui ressemblait à un vêtement. Isla se leva brusquement, sentant la légèreté dans son corps gracieux. Elle se sentait mieux que jamais. La jeune fille écarta ses cheveux soyeux et bouclés, révélant son beau visage. La personnalité de la jeune fille a commencé à démêler ses émotions en de nombreux petits-fils. Les clones se rapprochaient de plus en plus d'Isla. Les créatures devinrent de plus en plus nombreuses et commencèrent à causer des douleurs insupportables à leur maîtresse. La brune cria alors que sa peau blanche comme neige se déchirait, exposant sa chair. Du sang écarlate jaillit du membre arraché par les créatures. La brune a tenté d'échapper aux monstres, qui ont commencé à lui arracher rapidement les dents. Les clones prirent des lances écarlates et commencèrent à s'approcher de la jeune fille et à lui enfoncer des objets pointus dans la chair. Le sang a inondé ma conscience, provoquant une douleur insupportable. Les jambes de la jeune fille ont commencé à trembler violemment à cause d'une violente douleur. Isla s'est lentement transformée en le même monstre que son propre père. Les clones de la jeune fille ont tué son essence humaine et ont plongé leurs mains dans la substance écarlate. Les créatures ont retiré le cœur et les vaisseaux restants de la masse sanglante. Le cœur commença à se transformer rapidement en chair, créant une nouvelle version d'Isla. Les bras de la brune commencèrent à prendre une position peu naturelle. L'aîné regardait avec horreur la fille qu'il avait élevée toute sa vie, comme si elle était sa fille. Ayant repris ses esprits, la brune ouvrit ses yeux rouge sang. Elle entendit un son qui résonna dans sa tête. Les dents de la jeune fille commencèrent à tomber lentement. Le vieil homme essaya de toutes ses forces d'atteindre Isla. La jeune fille se tenait sur les pavés couverts de sang. L'homme a tenté en vain de crier à celui avec qui il a passé de nombreuses années. Une voix dans sa tête ordonna à la jeune fille de danser pour son maître. Son père l'appelait « la plus chère princesse ». Une voix dans sa tête ordonna à la brune de plonger tout son corps dans une nuance de rouge, car c'était la couleur préférée du roi. Avec des mouvements légers, Isla s'approcha de l'homme qui tremblait de peur. La jeune fille tendit ses doigts griffus vers son visage. Le pauvre garçon essaya de toutes ses forces d'atteindre le couteau qui gisait par terre. Saisissant la chair, la jeune fille commença à boire lentement le jus de celui qu'elle avait récemment protégé. Ses doigts griffus s'enfoncèrent rapidement dans la chair de l'homme sans défense. Une voix dans sa tête lui disait de danser jusqu'à ce que ses jambes éclatent et que sa sueur se mélange à son sang. La jeune fille a déchiré les habitants et a traîné la ville. Elle n'a pas été arrêtée par les jets de flammes.
Toute l'humanité a été détruite lorsque le poison maudit provenant de la morsure d'un vampire de race pure est entré en elle. Elle dominait les enfants, tremblante de peur. Le visage pâle s'éclaira d'un sourire sanglant. Sans difficulté, elle défonça une porte en chêne assez solide. La fillette attrapa le visage du petit garçon avec ses pattes griffues. Le garçon a demandé pourquoi les yeux d'Isla étaient rouge sang. Pendant quelques instants, elle reprit conscience. La brune s'arrêta et se demanda qui elle était vraiment. La femme a pris ses enfants à part, dans l'espoir de protéger ceux qu'elle chérissait. Les créatures à l'intérieur d'Isla ont déchiré les souvenirs de ceux qui lui étaient chers. Les griffes acérées de la brune déchirèrent le visage de la malheureuse mère. Les enfants se précipitèrent avec horreur vers la femme qui saignait. Isla a rapidement contacté les enfants et la femme, voulant s'occuper d'eux. Le père, pour protéger ses enfants, a planté un couteau dans le dos de la créature. Le vampire se figea quelques instants. Les vêtements gris commencèrent à virer rapidement au rouge. L'homme, malgré ses blessures graves, tenait fermement l'arme dans ses mains. Le blond a ordonné à sa famille de fuir pour sauver sa vie. La jeune fille a tendu les mains vers le visage d'un résident local. Des éclats de verre et d'os, ainsi que des éclaboussures de sang, éparpillés sur les murs de pierre froide. La panique dans la ville s'est accrue et de plus en plus d'objets étaient en feu. Les gens envahissaient les rues, se mettant mutuellement en danger. Le vampire relâcha le visage de l'aîné. Le sansu a abandonné l'homme, le laissant mourir d'une mort lente et douloureuse, regardant sa ville périr rapidement. Avec un sourire, la princesse dansa avec la sangsue. Le roi serra sa fille fermement autour de la taille et l'entoura dans une danse gracieuse. Le vampire a réveillé sa vraie nature. Un sourire apparut sur le visage du roi. Pendant quelques instants, lorsqu'elle aperçut l'aîné, son esprit se dissipa du brouillard. Son père a continué à lui murmurer de danser jusqu'à ce que ses yeux s'assombrissent et que son sourire cède la place aux larmes. Comme sous hypnose, Isla a continué à danser sur les restes de ses proches. Les flammes ont rapidement consumé la ville, considérée comme le lieu de Dieu. Le vieil homme, respirant lourdement, enveloppa son moignon de bandage déjà recouvert d'un liquide écarlate. Au prix d'un grand effort, l'homme se releva du sol. L'aîné a examiné la zone et a vu une lance dans les mains de l'homme infecté. Le vieil homme essaya de compenser l'arme par l'absence de sa jambe. L'homme a ordonné au vampire de libérer Isla. Le roi murmura à l'oreille de sa fille l'ordre de tuer le vieil homme aux cheveux gris. Il y avait du regret dans les yeux de la jeune fille, mais elle ne put résister. La conscience de la brune s'estompait rapidement. Par une froide journée d'hiver, un homme croisa son regard. Le corps épuisé gisait parmi les branches séchées couvertes de neige. L'homme respirait fort, les bras écartés sur le tapis blanc comme neige. Quelqu'un l'a touché. La jeune fille a dit avec enthousiasme qu'il mourrait de froid s'il dormait à cet endroit. L'homme aux cheveux bruns a ouvert les yeux dans une cabane chaleureuse. Son corps maigre était recouvert d'une immense couverture douce et chaude. Un feu dansait au milieu de la yourte. La jeune fille remarqua avec surprise qu'il s'était réveillé et tira la couverture plus haut pour que son compagnon puisse se réchauffer. Les yeux de l'homme étaient assombris par le chagrin. La jeune fille a dit qu'il était miraculeusement encore en vie. L'invité a rapporté que son premier enfant était mort du paludisme et il a vendu le second pour ne pas mourir de faim. À son grand regret, le blond ne l'entendit plus. L'argent que l'homme a pu économiser n'a toujours pas pu sauver sa femme de la faucheuse. Avant sa mort, la brune a rapporté qu'elle avait entendu dire que Ratis était couvert de neige et a expliqué que, selon les histoires, la neige était comme du sel, mais seulement froide. La femme a dit qu'elle n'avait jamais vu ce spectacle merveilleux. Elle espérait que lorsqu'ils auraient de l'argent, toute la famille pourrait y aller. La pluie à l'extérieur de la fenêtre semblait très forte, et elle cherchait juste un endroit tranquille pour mourir en paix. L'homme est enfin revenu à la vie. Les rayons du soleil jouaient sur les branches des arbres enneigés. S'enveloppant dans des vêtements chauds, l'homme a quitté la maison. Le sauveur a demandé pourquoi il n'était pas à l'intérieur. La fille a dit qu'il faisait très froid dehors. La brune a assuré qu'il allait parfaitement bien. L'homme a sincèrement remercié Isola Bella. Le sauveur a dit que la brune pouvait simplement l'appeler Isola. L'homme s'est rendu compte que la jeune fille aurait eu le même âge que sa fille s'il ne l'avait pas vendue. Le cheval marchait fièrement de ses sabots à travers les vallées enneigées. La jeune fille se souvient qu'elle avait demandé au blond de ne pas la suivre. La mariée lui a demandé s'il devait rester dans la colonie. Ce jour-là, Isola Bella fut emmenée à Isabella pour être fiancée au prince Seth. L'homme lui a demandé de lui donner la possibilité de marcher avec elle. Il réalisa que s'il ne l'avait pas vendue, il aurait peut-être vécu un peu plus longtemps. L'aîné s'appuya sur sa lance alors qu'il boitait vers la brune. La jeune fille se tortilla,
serrant fermement l'ourlet de sa robe avec ses mains griffues. Seth a ordonné à sa fille de tuer le vieil homme immédiatement. La jeune fille, sans la moindre hésitation, l'a attaqué, essayant de le déchirer. Les yeux de l'homme s'assombrirent, mais il resta conscient. L'aîné a fait de son mieux pour combattre Isola. Les hommes avaient peur de lui faire du mal, mais se rendirent compte qu'elle était devenue un vampire métis et qu'elle ne pouvait pas mourir. Le vieil homme comprit qu'un pieu dans le cœur ne ferait que paralyser la jeune fille. Après avoir demandé pardon à Isla, il lui enfonça une lance dans le cœur. Des gouttes de sang coulèrent rapidement sur sa poitrine. De ses dernières forces, la brune se tortilla, tentant de dévorer la victime. Les oreilles de l'aîné étaient bouchées par le cri furieux de la brune. Du sang et une respiration sifflante inintelligible jaillissaient d'une bouche au croc acéré comme des lames. L'homme s'est rendu compte qu'il avait manqué et n'a même pas immobilisé la créature. Il couvrit sa bouche avec sa main, sortit sa lance et replongea l'arme dans la chair. L'aîné s'est rendu compte qu'il devait frapper le cœur, car il n'aurait pas d'autre chance. Seth a éloigné sa fille, essayant de lui sauver la vie. Une énorme patte griffue saisit le visage de la jeune fille, et le roi rappela qu'il avait ordonné la mort de l'aîné. Le Sangsu était indigné que la jeune fille n'exécute pas ses ordres de manière claire et irréfléchie. Isla regardait son père de ses yeux gris ternes. Son essence humaine a tenté de s'échapper des griffes infâmes de milliers de clones. Seth demanda à voix basse si la brune l'avait entendu. Attrapant la jeune fille par la jambe, il la jeta dans les flammes, où le corps de l'un des vampires était en train de brûler. Le visage de la brune se tordit de douleur terrible. La flamme jouait sur le visage de la jeune fille. Le feu était prêt à consumer rapidement le corps fragile. Se précipitant vers Isla, l'aîné cria le nom du vampire. Le monstre attrapa fermement le vieil homme par le visage et le plaqua au sol. Seth a déclaré que l'homme n'était pas digne de l'appeler par son nom et lui a ordonné de se calmer. Les yeux améthystes étaient plus calmes que jamais. Le Sangsu a dit qu'il voulait que l'homme vive un peu plus longtemps. Les membres de la jeune fille se déformaient anormalement, essayant de se débarrasser de la douleur frénétique. Le Sangsu, tenant le vieil homme par le cou, lui ordonna de ne pas oser mourir rapidement. Isla, après s'être débarrassé des charbons fumants sur son corps, sauta sur ses pieds. Le père passa doucement sa patte griffue le long de la taille de la brune. Souriant, Seth a assuré que tout serait comme au bon vieux temps. Au cours d'une danse vertigineuse, il a déchiré le ventre de la jeune fille, la faisant hurler de douleur frénétique. Les clones ont continué à murmurer à la jeune fille pour qu'elle tue le vieil homme et verse beaucoup de sang. Isla a fermement saisi l'asphalte avec ses pattes griffues. L'aîné demanda si la créature avait besoin qu'il meure d'une manière aussi douloureuse. Souriant, le vampire dit que les sang mêlés ne mourraient pas si vite. La créature a dit que peu importe la gravité de la blessure du sang mêlé, car tant que leur cœur n'était pas blessé, elle se relevait encore et encore. Le vampire enfonça son doigt dans sa paume. Le liquide écarlate commença à couler lentement le long de la pointe de la lance. Seth rapporta que seul le sang d'un vrai vampire pouvait calmer les métis. Le roi tendit une lance à l'homme et lui proposa de tuer la jeune fille. Isla a attaqué l'homme alors que son cœur battait à tout rompre. Il comprit ce qu'il devait faire, mais n'arrivait pas à se décider. Bloodsucker a demandé si l'aîné savait ce qui se passe lorsque les sangs mêlés se rebellent. Seth essaya de cacher son sourire joyeux. Le Sangsu a dit que les vampires non sang purs avaient follement soif de sang après leur renaissance. Après avoir saisi la main de l'homme, Isla déchira furieusement sa chemise blanche comme neige et lui arracha la chair avec ses dents. Le tissu a rapidement commencé à rougir. En regardant la lance, l'aîné réalisa qu'il perdait rapidement son sang-froid. L'homme repoussa rapidement la brune. Il réalisa que sa conscience devenait rapidement trouble et que son corps était déjà à ses limites. L'aîné tenait fermement la blessure avec sa main. L'homme ne pouvait pas comprendre pourquoi, à un tel moment, il se souvenait de ce foutu jour où Isola lui avait ordonné de la suivre. En traversant des champs avec de nombreuses herbes, la jeune fille a expliqué qu'elle voulait vraiment retourner dans la forêt recouverte de neige. Le vieil homme réalisa que par émotion, il avait toujours protégé Isla à la place de sa propre fille. L'homme réalisa qu'il ne pouvait pas tuer Isla, car il la traitait comme sa propre fille et la protégeait comme la sienne. Il serra étroitement la fille contre lui, réalisant qu'il ne pouvait pas faire cela. L'homme se souvient de sa première rencontre avec la mère de la jeune fille, qui a trouvé l'occasion de l'aider. L'aîné se souvint de l'étendue infinie de la forêt hivernale. Il comprit qu'il ne pouvait pas mourir comme ça. La jeune fille a perdu le contrôle et a déchiré les vêtements de l'homme en lambeaux. Le sang jaillissait de son dos et son cœur était déjà dans les griffes de la créature. Puisque la brune était née d'un métis, elle était différente des autres. Isla tenait fermement le cœur du vieil homme.
D'un léger mouvement de la main, Seth arracha le cœur d'un de ses subordonnés et le dévora avec soif de sang. Le roi observait calmement la jeune fille, qui tenait fermement la friandise dans ses mains. Le sensu s'est rendu compte qu'il ne servait à rien de tuer la fille à ce moment-là et a décidé de lui donner une chance de vivre un peu plus longtemps. La fille se tourna vers le vampire et regarda ses yeux améthystes. Seth enfonça rapidement la poignée de la lance directement dans son cœur. Son cœur commença à battre à tout rompre et des larmes coulèrent de ses yeux rouges sang. La chauve-souris s'envola dans les airs en battant ses méchantes ailes. Le monsieur a réussi à tenir la sienne dans ses bras, l'immobilisant d'un pieu en plein cœur. Les loups-garous cessèrent bientôt de battre des ailes et commencèrent à tomber rapidement. Les ailes de la créature étaient transpercées de flèches pointues. De petites carcasses de loups-garous tombèrent au sol. Seth réalisa que quelqu'un lui avait manqué. La chauve-souris battait furieusement des ailes et à l'aube atteignit une autre ville. Le soleil de l'aube peignait les nuages dans des tons clairs. L'immense ville était entourée de mer et de montagnes. La lumière jouait avec les reflets à la surface de la mer. Les navires marchaient lentement le long du détroit. Le vampire se dirigea activement vers la ville d'Isabella. Les gens se pressaient activement près des magasins des commerçants. Quelqu'un a exhorté les travailleurs à ne pas rester dans l'allée et à être plus prudents. Les citadins ont tendu la main pour récupérer les carcasses d'oiseaux fraîches. La femme a remarqué que le prix des oies avait considérablement augmenté. Les filles ont admiré les nouvelles collections de coffrets à bijoux. La blonde a assuré qu'elle voulait acheter quelque chose de nouveau. Le marchand a affirmé que les bijoux étaient fabriqués selon un design moderne basé sur la mode du palais. En ouvrant le couvercle en acajou, le commerçant présenta à la jeune fille une nouvelle collection. L'acheteur a suggéré que les pierres précieuses de verdigris étaient les plus belles. Souriant gentiment, le blond remarqua que la belle madame avait un œil vif. Les gens discutaient de l'ampleur de la cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de la reine. Une grande statue réaliste de Sa Majesté se trouvait près de la luxueuse Maison Blanche. L'homme blond marchait avec mesure dans les rues de la ville. Le gaz a demandé si toutes les belles fleurs étaient destinées au palais. Le blond passa devant le majordome. Il a accidentellement regardé à l'intérieur du panier légèrement ouvert. Des mouches tournaient autour d'un petit panier. Les insectes étaient impatients de se régaler de la chair du visage de quelqu'un. Les yeux vitreux du mort regardèrent le vide. Le blond demanda à Lewis de fermer soigneusement le panier. L'homme a demandé pardon et a bien fermé le panier. La blonde demanda si le domestique lui avait montré ça exprès. Le domestique a assuré que cela s'était produit complètement par accident. Le monsieur a répondu sèchement s'il pensait qu'il le croirait. L'homme a expliqué qu'il n'avait pas le droit de changer d'avis. Marchant lentement le long du couloir luxueux, l'homme se tourna vers Monsieur Garden. La blonde regarda autour d'elle et demanda ce qui s'était passé. S'éloignant rapidement le long du long couloir lumineux, le domestique répondit que ce n'était rien d'important. L'homme expliqua que la reine s'y attendait. Le domestique lui a souhaité bonne chance. À genoux devant la reine, le gars salua son Altesse. L'homme a offert à la reine un cadeau sous la forme d'un loup-garou enchaîné à une assiette. La femme a rapidement planté la fourchette et le couteau dans la créature, qui tremblait de peur. L'assiette blanche comme neige s'est rapidement recouverte d'un liquide écarlate. La blonde lécha goulûment le sang découvert. La reine était heureuse que Rupert soit arrivé à un moment donné. Les yeux bleus du type étaient baissés. Les vagues chaudes de la mer éclaboussaient le virage du petit navire. De nombreux corps de vampires tombés au combat gisaient les uns sur les autres. Les vagues de la mer se sont écrasées sur les rochers côtiers. Les oiseaux planaient au-dessus de la mer, essayant d'attraper du poisson pour eux-mêmes. Seth portait le corps de sa fille. Isla se balançait dans ses bras sans opposer aucune résistance. Rupert se leva et regarda la reine savourer son repas. Des jets de sang coulaient du corps de l'animal. Le sang accompagnait tous les événements arrivés à l'animal. Des éclairs d'images envahirent lentement le corps de la reine. Une femme a vu comment un village sur une île lointaine a été attaqué par des vampires métis. La femme réalisa que ces métis ne pouvaient pas faire une chose pareille. La reine réalisa que c'était l'œuvre de son neveu. Exilé d'Isabella il y a de nombreuses années. La femme demanda ce que la brune faisait sur cette île. La reine a suggéré que la soif de sang du garçon l'avait amené à vouloir trouver une cible facile pour le massacre. La blonde réalisa qu'il avait quitté Polacris, même s'il était sous sa surveillance attentive. La femme comprit que celui-ci n'irait pas aussi loin pour de simples meurtres. Une sorte de peur passa dans les yeux de la reine. La blonde voyait dans ses visions une fille transpercée par une lance ensanglantée. La femme réalisa qu'elle connaissait bien ce visage et comprit que son neveu avait retrouvé la jeune fille. La reine posa les couverts après avoir tout réglé. La femme a dit que ce serait bientôt son anniversaire. La blonde a affirmé qu'elle aurait 111 ans. L'arôme d'un plat fraîchement préparé parvint à la femme.
La blonde comprit que les seigneurs lui offriraient des cadeaux, mais que son propre neveu ne se souviendrait jamais de sa vieille dame. Rupert a supposé que la dame parlait de sa grâce, le prince Seth. Le gars a rappelé qu'il y a 15 ans, le prince avait tué d'innombrables innocents. La blonde a rappelé que ce jour-là, son Altesse avait expulsé le prince d'Isabella. Avec un frisson, il se souvint de la mer de sang et des montagnes de cadavres innocents. Rupert a rapporté que le prince avait été assassiné à plusieurs reprises, mais qu'aucun d'entre eux n'avait réussi. La blonde a demandé avec hésitation si son Altesse voulait que le prince Seth lui envoie un cadeau d'anniversaire. La femme a répondu froidement que le gars l'avait bien comprise. La blonde a expliqué qu'elle était une femme âgée qui avait besoin de l'amour de ses enfants et petits-enfants. La reine rapporta qu'elle avait envoyé un homme à Polacris, où Seth était l'invité d'honneur de Lord Waldo. La femme a envoyé une demande de cadeau. La blonde a partagé que son neveu lui avait rendu la tête avec un souhait d'anniversaire. Le gars a réalisé de quel genre de tête il parlait. Il s'est touché le cou par peur et par nausée. La reine a expliqué qu'elle voulait que Rupert aille à Polacris et lui demande un autre cadeau pour elle. La blonde expliqua que si son Altesse voulait sa tête, elle pouvait l'avoir tout de suite. Le gars a demandé pourquoi tout ce problème était dû. La blonde rétorqua froidement que sa tête n'avait pas de valeur pour elle, puisqu'il n'était pas un métis. La reine expliqua que son neveu était récemment revenu avec un métis. Sa Majesté ordonna qu'on lui amène plusieurs métis. Les événements sont transférés au château de Lord Waldo. Le prince brisa ses crocs acérés. Le bout des dents tomba au sol. L'homme appréciait son reflet dans le miroir alors qu'il était nu. Il était légèrement recouvert d'un voile noir. Quelqu'un appela la brune. Faisant irruption dans la pièce, la jeune fille lui a demandé quand il avait réussi à rentrer chez lui. Elle lui a reproché pourquoi il ne lui avait pas rendu visite tout de suite. La femme aux cheveux bruns lui a demandé où il était depuis si longtemps. La jeune fille a dit qu'elle en avait déjà marre d'attendre le cadeau. Elle était la fille unique de Lord Polacris. Lamia se dirigea rapidement vers la brune. S'accrochant près du prince, la jeune fille dit qu'il lui manquait à mort. Souriant, la brune dit qu'il était en train de changer de vêtements. Milady était surprise qu'il soit timide avec elle. Lamia a assuré qu'elle ne lui ferait rien et a serré le gars dans ses bras autour de sa taille fine. La femme aux cheveux bruns rappela au sensu qu'il avait promis de l'épouser lorsqu'elle aurait 18 ans. Lamia a rappelé qu'elle était déjà adulte, et elle demanda pourquoi il n'était pas encore marié. Le vampire répondit qu'il voulait se marier, mais Lord Waldo ne pouvait pas approuver leur relation. La jeune fille a expliqué que son père s'y opposait uniquement parce que l'homme ne voulait pas changer son nom de famille en Crooks. La femme aux cheveux bruns a demandé si le nom Helms était si important pour lui. Seth a rappelé que malgré son bannissement d'Isabella, il était toujours le fils aîné de Helm. Le gars a expliqué que sa famille dirigeait Isabella depuis des siècles et que son nom de famille était très important. La rage dans les yeux, Lamia lui demanda s'il voulait toujours l'épouser. La femme aux cheveux bruns a suggéré que le prince avait déjà une autre petite amie et qu'il n'avait donc pas envie de se marier. La fille du seigneur demanda qui était cette fille de petite vertu. La jeune fille a promis de tuer sa rivale de la manière la plus douloureuse. Lamia a demandé pourquoi son amant se taisait. Le prince l'embrassa tendrement sur la joue. La jeune fille aux cheveux bruns se figea de surprise, profitant de ce merveilleux moment. Seth a demandé à la fille de se calmer, et il a expliqué qu'elle était l'amour de sa vie. Bloodsucker a expliqué que la fille était la raison pour laquelle il vivait. Le loup-garou lui a demandé comment il pouvait la tromper. La brune a dit que ces mots sortis de ses précieuses lèvres lui avaient vraiment brisé le cœur. Des yeux d'améthyste brillaient dans la pénombre de la pièce. Seth a demandé à sa bien-aimée de ne pas être triste et lui a expliqué qu'il ne méritait pas son amour. Le prince a demandé à la jeune fille aux cheveux bruns d'être patiente encore un peu et a promis de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Une patte griffue caressa doucement le visage de la jeune fille. Incapable de contenir ses émotions, Lamia sauta dans ses bras et serra étroitement son corps musclé. Le gars lui soutenait les fesses avec sa grosse main. Seth roula des yeux face à ses tendresses. La jeune fille murmura qu'elle savait qu'il l'aimait plus que tout au monde. Les cris des oiseaux pouvaient être entendus à travers la petite fenêtre. Isla ne s'est pas encore réveillée après son retour du champ de bataille sanglant. La jeune fille était enchaînée avec d'énormes chaînes aux mains. La brune était suspendue aux chaînes, la tête baissée. Les vagues de la mer se sont écrasées contre le rivage rocheux, créant beaucoup d'écume blanche comme neige. De petites plaques de mousse poussaient sur les gros rochers. Le tonneau flottait lentement vers les rivages rocheux. Les algues se balançaient sous le léger courant. Une fille vêtue d'une robe blanche comme neige a plongé dans les profondeurs de la mer. La brune tenait un petit couteau dans ses mains. En nageant jusqu'au fond de l'isla, repérait d'abord rapidement les petits coquillages.
L'eau tentait de pousser le corps fragile vers la surface. Prenant quelques coquillages du fond marin, la jeune fille a commencé à flotter rapidement vers la surface, voulant prendre une bouffée d'air. Après avoir jeté plusieurs coquillages dans un tonneau flottant, la jeune fille revint au rivage. Un tissu fin et blanc dessinait sa silhouette gracieuse. La brune essorra ses cheveux soyeux, essayant de se débarrasser de l'eau restante. Après avoir changé de vêtements et se rendre en ville, elle a appris qu'un cadavre s'était échoué sur le rivage. La jeune fille a accompli le rituel de manière décisive, rendant au mort son cœur, qui était censé être avec lui jusqu'à la fin du monde. En entrant dans la cabane, Isla ne vit pas l'homme et demanda où il se trouvait. S'approchant de l'aîné, la jeune fille lui demanda pourquoi il était assis par terre. Les yeux de l'homme étaient troubles et reflétaient une sorte de tristesse silencieuse. La jeune fille a admis qu'elle pensait déjà qu'elle l'avait perdu. Elle serra fort l'aîné dans ses bras, appréciant ces moments passés avec lui. Isla a invité l'homme à rentrer chez lui et l'a aidé à se lever. Les souvenirs roulaient sur les joues pâles de la brune comme des larmes. La jeune fille réalisa ce qu'elle avait fait cette nuit fatidique. Les battements de son cœur résonnèrent dans ses oreilles, et des gouttes de larmes chaudes roulèrent rapidement sur son visage, tombant sur le sol de pierre froid. En regardant autour d'elle, Isla essaya de comprendre où elle se trouvait. Une petite quantité de lumière traversait la petite fenêtre, illuminant la pièce sombre. Isla essaya de se relever, mais se sentit impuissante. Elle tira sur les chaînes qui lui lièrent les poignets, essayant de se libérer. La pièce était remplie du bruit de lourdes chaînes rouillées. La brune essaya de se rappeler ce qui s'était passé et comment elle s'était retrouvée dans ce foutu endroit. La tête de la fille lui faisait très mal. Elle percevait ce qui s'était passé cette nuit malheureuse comme un rêve terrible. La jeune fille était sûre que dans son rêve, la mère apportait un cadavre au village, et elle organisa une cérémonie pour le mettre au repos. Isla se souvenait des créatures aux yeux rouges. Dans le cauchemar, l'aîné a dit que les créatures étaient des vampires métis. La jeune fille essaya de se rappeler ce qui s'était passé après que des vampires de sang mêlé eurent envahi la ville. Isla essaya de se rappeler où se trouvait l'aîné. Elle voulait toujours croire sincèrement que le rêve était généralement un cauchemar, et non un cauchemar réaliste. Seth marcha d'un pas confiant vers la pièce malheureuse. Près de la porte du donjon se trouvaient plusieurs chevaliers qui gardaient l'entrée. Le prince inséra avec confiance la clé dans la serrure. Alors qu'elle se tortillait dans les chaînes, la jeune fille a entendu un clic distinct. Après que la porte s'est ouverte, la brune a réalisé que tout ce dont elle se souvenait n'était pas un cauchemar. Les larmes coulèrent rapidement des yeux gris ternes. Un petit faisceau de lumière sortit la jeune fille en pleurs de l'obscurité. Lamia était incroyablement heureuse que son amant soit enfin venu. Plusieurs hommes forts ont informé le prisonnier que le dîner était prêt. La jeune fille n'arrêtait pas de sangloter, regardant le mur avec indifférence. Ses épaules minces étaient très raides à cause de la position inconfortable de ses membres. Seth dit au Seigneur que c'était un grand honneur pour lui. Waldo, n'en croyant pas ses yeux, demanda si le prince se tenait réellement devant lui. L'homme sourit et remarqua qu'il avait l'air bien. La grosse carcasse gisait sur les coussins moelleux du canapé. La fille aux cheveux bruns a demandé de quoi son père parlait. S'accrochant fermement à la sangsue, elle assura que son amant allait parfaitement bien. Mon père faisait remarquer que les dames honnêtes ne devraient pas se rassembler autour des jeunes hommes. Le Seigneur demanda si l'invité avait apporté quelque chose cette fois-ci. L'homme a dit qu'il avait entendu dire qu'il avait encore trouvé ici des personnes aux yeux rouges. Waldo a demandé où étaient ces monstres. D'un pas assuré, le prince montra à son vieil ami la cage qui regorgeait de créatures. Des vampires métis tentèrent de se faufiler à travers les épais barreaux de leur prison. Le chevalier demande au seigneur de ne pas s'approcher trop près. Lamia a dit à son amant qu'elle avait peur. Souriant, le seigneur demanda à son neveu de répéter comment une personne ordinaire pouvait devenir un vampire métis. Il y avait un sourire narquois sur le visage de Waldo. L'homme a demandé ce qui rendait ces créatures ainsi. En frappant à la porte, l'homme a dit qu'il avait apporté le dîner à Isla. L'ouvrière espérait sincèrement qu'elle avait faim. L'homme aux cheveux bruns a rappelé à son ami qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas avoir de contact avec le prisonnier. Le blond a demandé à son collègue de se calmer et lui a expliqué qu'il venait d'apporter à manger à la jeune fille. L'ouvrier a remarqué que le captif avait très faim. Le blond rappela que le monsieur avait ordonné de ne pas faire ça. Le garde a demandé si son ami obéissait vraiment à Seth. Le gars a rappelé qu'il était un réfugié d'Isabella. L'employé a expliqué qu'il n'avait pas le droit de le leur dire. L'homme aux cheveux bruns regarda avec incertitude les jambes fines du captif. L'ouvrier était furieux que Seth ait osé garder la jeune fille hors de la vue de Milady. Le gars a expliqué que si Milady le découvre, elle ne laissera pas les choses comme ça.
Le blond demanda à son ami de quoi il parlait. Le gars a traité le brun d'imbécile et lui a expliqué qu'ils étaient revenus préparer quelque chose et qu'il n'a pas osé refuser. Le blond demanda à son ami d'arrêter toutes ces discussions. Le gars a conseillé à son ami de déménager s'il avait peur. La blonde a posé la nourriture par terre devant la fille et lui a demandé de ne pas pleurer. Isla ne pouvait s'arrêter de pleurer, réalisant ce qu'elle avait fait. Toujours en pleurs, la jeune fille a demandé à monsieur de lui dire où il se trouvait et pourquoi elle était enchaînée. La blonde lui a demandé de ne pas pleurer. Isla a dit que sa maison était à la place de Dieu et a demandé à l'y emmener. Les larmes ne cessaient de couler de ses yeux. Déglutissant nerveusement, la blonde dit qu'ils étaient à Polakris. L'homme a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de la place de Dieu et a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas l'aider. Le travailleur a expliqué que la jeune fille n'avait pas besoin de rentrer chez elle. Le blond commença à tendre ses mains sales vers le corps émacié. La jeune fille recula, se demandant s'il l'avait amenée dans ce foutu endroit. En s'asseyant à côté d'elle, l'ouvrier lui explique qu'il n'a pas fait cela. Le blond espérait pouvoir toucher la fille salement sans regards indiscrets. En regardant à l'intérieur, un collègue a conseillé à l'homme d'arrêter de faire ça. Se retournant, l'homme ordonna au salaud de s'enfuir. Le corps d'Isla frémit au bruit aigu des portes qui s'ouvraient. La blonde a demandé à la jeune fille de ne pas avoir peur et lui a promis qu'il ne lui crierait pas dessus. La blonde promit d'être douce avec elle. La jeune fille lui a demandé s'il disait la vérité. L'employé a souri et a répondu positivement en tendant la main vers ses lèvres. L'homme toucha doucement ses lèvres et insista sur le fait que tant que le captif serait obéissant, tout irait bien. L'ouvrier lui embrassa tendrement les lèvres. Mais bientôt, ses yeux s'écarquillèrent de peur. La blonde supplia la jeune fille de ne pas faire ça et d'arrêter. Il essaya d'arracher la belle, qui avait enfoncé ses crocs acérés dans ses lèvres. Les yeux d'Isla étaient remplis de folie. Elle a goûté le sang et a arraché un morceau de chair. L'ouvrier recula et tomba au sol du donjon. La jeune fille cracha un morceau de langue sur le sol en pierre. L'homme aux cheveux bruns se dirigea rapidement vers la porte lorsqu'il entendit des cris. Le gars a demandé à son amie ce qui s'était passé. Le sang coulait lentement sur le visage du captif. Elle regarda avec un regard prédateur l'homme insolent. Des sons indistincts sortaient de la bouche de l'homme aux cheveux bruns, qui ne ressemblait guère à de la parole. Sa langue gisait sur le sol. L'homme, les larmes aux yeux, a tenté d'arrêter le saignement. Le blond commença à convulser sur le sol du donjon. L'homme aux cheveux bruns regardait avec peur son collègue qui convulsait sur le sol en pierre froide et sale de la cellule de prison. L'homme a payé pour ses paroles et ses intentions malveillantes, et frissonnant de douleur a insulté la jeune fille. Le liquide écarlate coula rapidement. Le gars a couru vers son collègue et lui a demandé ce qui s'était passé. Isla a promis de tuer tout le monde d'une voix confiante. Avec un sourire sanglant, la brune menaça de tuer tous les monstres qui osèrent la toucher. La jeune fille a promis de se souvenir du visage de chacun et a juré de les écorcher jusqu'à ce que leur respiration s'arrête. Isla se demandait si l'homme pensait avoir le droit de la toucher sans en payer le prix. Des crocs sanglants brillaient dans la pénombre des cachots. Les yeux de la jeune fille commencèrent à devenir rouge sang. Elle a promis qu'après sa mort, elle lui arracherait tous les os et le donnerait en pâture aux chiens. Isla a juré devant Dieu qu'il n'imaginait même pas quel genre de torture attendait ceux qui retournèrent dans sa cellule. La brune espéra que c'était un rêve et pria Dieu de se réveiller. Le cœur de la jeune fille battait à tout rompre, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Des traces de sang restèrent sur son visage. L'homme aux cheveux bruns recula lorsqu'il vit les yeux rouges et réalisa que la fille était un vampire métis. Le poison se répandit rapidement dans tout le corps de l'homme insolent. Reculant lentement, l'ouvrier remarqua que la jeune fille était une créature. Les sorcières sont obsolètes depuis longtemps, puisqu'elles ont été exterminées il y a de nombreuses années. À cette époque, les exécutions publiques sous forme d'incendie sur le bûcher ou de pendaison étaient la norme. Les femmes furent rapidement exterminées les unes après les autres. Mais après de nombreuses victimes, la loi sur la sorcellerie fut abrogée et les gens cessèrent de chasser les sorcières. Les gens ne comprenaient pas qui pouvait détruire la récolte et leur envoyer la famine. Les roturiers rejetaient tout sur les malheureuses femmes. Agenouillée, la femme brune demanda au Seigneur de l'écouter. La femme a commencé en larmes à raconter l'histoire de sa famille. La femme aux cheveux bruns a affirmé qu'après une récolte infructueuse, son mari avait disparu sans laisser de traces. Jusqu'à ce moment-là, elle était sûre qu'il avait abandonné sa famille et commencé une nouvelle vie. La femme a affirmé que l'homme était ensuite revenu comme si de rien n'était. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'elle et son fils étaient incroyablement reconnaissants, car il était devenu encore plus fort. La femme a dit que quelque chose était différent chez sa femme,
Mais elle n'a pas pu trouver cette différence mineure. Même si l'homme prétendait avoir faim, il n'a jamais mangé de sa cuisine. Jusqu'à ce moment, la femme aux cheveux bruns supposait que ses goûts avaient changé. Le lendemain matin, les gens ont trouvé le cadavre en décomposition de leur voisin. Les gens ont été surpris, car auparavant, il avait l'air en bonne santé. Chaque nuit, d'une manière étrange, une résidente commençait à mourir et son mari devenait plus fort. La malheureuse a admis qu'une fois qu'elle avait douté, elle était encline à le blâmer. Une nuit, la femme aux cheveux bruns a entendu des bruits étranges venant de la chambre de son fils. La femme a dit que sous ses yeux, sous le crépuscule bleu, son précieux fils était mort. La femme aux cheveux bruns jurait que son mari était son seul amour, aux yeux rouges cramoisis. La femme était horrifiée de voir comment il tenait le corps sans vie de son fils, et la bouche de son mari était remplie de sang. À ce moment-là, la femme a couru chercher de l'aide auprès des résidents locaux. Lorsqu'elle revint avec la foule, son mari n'était plus là. Au cours des années suivantes, de plus en plus de personnes ont les yeux rouges. Les vampires commencèrent à se multiplier comme des souris. La femme affirmait que son mari n'était plus humain et qu'il avait vendu son âme au diable. Elle en conclut qu'il était devenu un serviteur des ténèbres. Agenouillée, la femme aux cheveux bruns a supplié le souverain de sauver son mari, car son âme était enchaînée à jamais dans un corps mortel. La femme a prié pour qu'il souffre à nouveau. Elle supplia le Seigneur de laisser l'âme de son mari reposer. Monseigneur a demandé si la femme avait donné un nom à ces gens monstrueux. Agenouillée, la femme expliqua qu'elle avait déjà donné un nom à ces créatures. L'homme aux cheveux bruns a demandé à la pauvre dame quels étaient leurs noms. La femme a expliqué que les vampires métis étaient à moitié humains, mais que l'autre moitié de leur essence était monstrueuse. Les flammes des bougies jouaient sur les murs. Seth tendit la main à sa bien-aimée. Les créatures ressemblaient aux personnes qui étaient elles auparavant, mais elles vendaient leur âme au diable. Les vampires se cachaient parmi des innocents et buvaient leur sang pour conserver leur propre essence. Lamia a demandé comment les créatures étaient nées. Souriant, le prince demanda si sa dame trouvait ces créatures monstrueuses mignonnes. Il y avait de la surprise dans les yeux de la jeune fille et elle demanda à nouveau. Le sansu a demandé si sa bien-aimée avait déjà rêvé d'un corps impeccable. Le vampire a expliqué que la créature avait les yeux rouges, comme des rubis, qu'elle ne tombait jamais malade et n'avait pas peur de la vieillesse. Seth a dit que les vampires avaient une âme qui était emprisonnée pour toujours jusqu'à la fin des temps. Le prince a déclaré que les vampires restent humains, mais ont une essence légèrement différente. Le sansu passa doucement ses doigts griffus sur sa joue. Pendant quelques instants, la jeune fille se figea. Seth a demandé si c'était un prix trop bas pour vendre son âme au diable. Les battements de son propre cœur pouvaient être entendus dans les oreilles de la jeune fille aux cheveux bruns. Elle sentit son souffle, qui était si proche. Le Seigneur a appelé le gars, remarquant qu'il serrait trop fort sa fille. Le gars a demandé pardon à une personne respectée. Lamia s'en prit à son père, remarquant qu'il était trop ennuyeux. La jeune fille a demandé si son amour considérait les métis laids. Le Seigneur a dit que sa fille ne voulait pas être une personne terriblement laide comme ces créatures. Elle a demandé si les créatures seraient publiquement torturées puis exécutées. L'ouvrier s'éloigna lentement de la jeune fille, remarquant qu'elle était un monstre. Des traînées de sang coulaient lentement sur les lèvres d'Isla. Les battements de cœur de la jeune fille résonnèrent dans ses oreilles. La brune lutta pour atteindre le pervers mourant à petit feu. Isla avait soif du liquide qui coulait à l'intérieur de ce corps pathétique. La jeune fille arracha les bracelets d'un léger coup de main. Les maillons de la chaîne se sont cassés assez rapidement sous son léger effort. Le garde claqua rapidement la porte et tenta de garder la créature captive. La jeune fille frappa la porte métallique de toutes ses forces. Les oreilles de l'ouvrier entendaient le cliquetis des chaînes qui traînaient sur le sol, tandis que le captif se déplaçait. L'homme aux cheveux bruns regarda l'intérieur de la caméra avec incertitude. Isla appréciait déjà pleinement le goût du sang du pervers. Elle enfonça ses dents acérées dans sa main. Elle regarda de ses yeux rubis dans les yeux de l'homme. Pendant quelques instants, la brune leva les yeux de son repas, apercevant sa nouvelle victime. Le cœur de la jeune fille se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle sentit la chair fraîche. Isla a sorti son visage par la petite fenêtre et a tenté de mordre l'ouvrier. Frissonnant de peur, il descendit les escaliers. L'homme aux cheveux bruns a couru sans se retourner et a supplié d'ouvrir la porte. Il essaya de briser les planches de chêne, s'arrachant les ongles jusqu'au sang. L'ouvrier a demandé de l'aide, expliquant qu'il avait vu un vampire métis. L'homme a expliqué que si personne n'ouvre la porte, il mourra. La peur animale brillait dans ses yeux. L'homme aux cheveux bruns ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Le clair de lune illumina une petite pièce du donjon. Essuyant les traces de ses lèvres charnues,
La brune essaie de se souvenir du moment où elle a perdu son sang-froid. Un corps ensanglanté gisait au milieu de sa cellule. Le cadavre a commencé à se décomposer rapidement après que la jeune fille ait introduit du poison avec ses crocs. Isla prit la main qu'elle avait liée avec de la chair en décomposition. La jeune fille frappa avec hésitation à l'immense porte en fer. Elle réalisa qu'elle entendait quelqu'un respirer, mais ne parvenait pas à comprendre qui était cette personne. Isla se demanda si c'était lui qui avait été dans ce donjon plus tôt. Il n'y eut que le silence en réponse. Le brun tenait fermement une petite lame dans ses mains. Isla se souvient qu'il l'avait traité de vampire métis. La jeune fille a demandé qui étaient ces créatures. L'homme était sincèrement surpris que la jeune fille ne le sache pas. L'homme aux cheveux bruns remarqua qu'il était scandaleux que des monstres comme elle se trouvent au même endroit que des gens ordinaires. Passant sa main griffue le long de la porte métallique, la jeune fille assura qu'elle n'était pas un monstre. L'ouvrière vous rappellera qu'à côté d'elle gisait le cadavre de l'homme qui avait apporté cette nourriture. Le gars a dit que les gens comme elle buvaient non seulement du sang humain, mais rendaient également les gens pareils. L'employé a rappelé que la jeune fille avait transformé son collègue en un gâchis puant et dégoûtant. L'homme aux cheveux bruns affirmait que de tels monstres ne devraient pas exister. Isla a commencé à claquer furieusement ses mains sur la porte, affirmant qu'elle n'était pas un monstre. La brune a demandé si la fille avait essayé de se faire du mal. La jeune fille se demandait pourquoi elle ferait quelque chose comme ça. L'ouvrière a déclaré que les métis comme elle se régénèrent rapidement, mais qu'une personne ordinaire ne peut pas faire cela. La captive a encore une fois déclaré qu'elle n'était pas un monstre. Isla pouvait entendre les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. L'homme a demandé des preuves et lui a demandé de se blesser intentionnellement. La travailleuse a assuré que si elle était une personne normale, ses blessures ne guériraient pas rapidement. La brune réalisa qu'il serait stupide de se faire du mal intentionnellement. La jeune fille savait qu'une plaie ouverte sans traitement approprié pouvait s'enflammer, surtout dans un endroit aussi humide et malodorant à côté d'un cadavre en décomposition. Se ressaisissant, la jeune fille décida de se faire juste une petite égratignure à la main. Elle regarda son poignet et espéra qu'il n'y aurait pas de complications. Isla se rappela qu'il n'y avait aucun objet propre et pointu dans la chambre. En regardant ses mains, la jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi ses ongles parvenaient à pousser autant. En souriant, elle se fit une petite égratignure à l'avant-bras. L'ongle pointu déchirait la chair assez facilement. Elle passa son ongle le long de son bras. Isla a été surprise de la rapidité avec laquelle ses blessures ont guéri. La jeune fille était étonnée que le cauchemar que Dieu lui avait envoyé soit si réaliste. La brune ressentit la douleur des ongles pénétrant dans sa chair. La jeune fille était prête à vomir à cause de l'odeur de chair pourrie à proximité. Elle a demandé au Tout-Puissant pourquoi son égratignure avait instantanément guéri. La jeune fille a demandé si ses propres yeux la trompaient. La brune suggéra que la blessure n'était pas assez profonde. Tombant à genoux, Isla enfonça ses ongles pointus dans la chair, lui déchirant la main jusqu'au sang. Au bout de quelques instants, les blessures disparurent sans laisser de traces. Regardant sa main, la brune vient de dire un long « non ». La jeune fille enfonçait encore et encore des griffes acérées dans sa chair, après quoi elle se resserrait instantanément. En riant, la travailleuse a remarqué que ses blessures guérissaient instantanément. L'homme lui a expliqué qu'elle devait comprendre ce que cela signifiait. L'interlocuteur a rappelé qu'elle était un ignoble monstre. Isla a commencé à frapper à la porte de toutes ses forces, affirmant qu'elle n'était pas un monstre. Bientôt, le métal commença à succomber à ses efforts et à se plier. Avec un rire nerveux, la travailleuse a demandé pourquoi elle était en colère. Pendant quelques instants, le bruit s'est calmé, provoquant le gel de l'homme aux cheveux bruns par anticipation. La jeune fille a attrapé le corps en décomposition, qui dégageait une odeur nauséabonde. Prenant le cadavre par les mains, elle répéta qu'elle n'était pas un monstre et frappa la porte avec son corps de toutes ses forces. Soudain, Seth apparut devant la jeune fille. Sans s'en apercevoir plus tôt, elle a frappé l'homme au cadavre. La peur brillait dans les yeux de la jeune fille. Le blond relut sa lettre. Le gars a dit qu'il était Rupert Garden. Rupert a déclaré dans une lettre que le document était son dernier souhait et son testament. Le blond souhaitait que son corps physique soit rendu à Isabella. Le blond a exprimé le désir que son cadavre reste intact, ou du moins que son cœur soit enterré dans son pays natal. Le blond indiqua que ses recherches personnelles et ses papiers seraient envoyés à la bibliothèque familiale. Il a souhaité que toutes ses économies soient reversées au fonds étudiant de l'université de Guaman. Archie a demandé de ne pas lui donner de papiers à signer avec lesquels il pourrait s'essuyer le visage. Le blond a dit à ses amis que c'était la volonté d'un homme qui frôlait la mort chaque jour. Archie a noté que si un ami avait le temps de s'inquiéter de la mort, il valait mieux mourir.
Le blond grogna et demanda comment il pouvait parler ainsi à ses aînés. Ayant baissé les yeux, le gars a demandé pardon à monsieur. Le gars a dit que le papier qu'il avait utilisé pour le testament était assez dur et ne convenait pas aux corps humains mous. La blonde a expliqué que la procédure était peu coûteuse, mais qu'ils pouvaient tous se le permettre. Rupert a insisté sur le fait que l'utilisation de l'eau était plus économique et plus efficace. Le type aux cheveux verts a demandé si le monsieur l'avait appelé juste pour signer l'acte de décès. Le gars a soupiré profondément et a dit que ce n'était pas un certificat. Le blond a dit qu'il s'en fichait parce qu'il en avait besoin. Le gars a remercié Archie d'avoir apporté la boîte à son bureau. La blonde regarda 2 seringues contenant un liquide bleu vif et rouge sang. Rupert a demandé s'il voulait voir quel était le médicament. Ils se dirigèrent vers la table où gisait le vampire métis épuisé. Isabella avait des règles pour protéger la vie et le bien-être des gens. Malheureusement, aucune des lois, règles et principes moraux ne protégeait les vampires métis. Ils étaient traités comme des animaux. La blonde expliqua qu'il n'y avait qu'une seule condition pour que les métis puissent exister à Isabella. C'est expérimental plutôt que humain. Remarquant que les créatures étaient moins importantes que les esclaves, le gars a dit que lorsque la créature était un homme, son nom était John. Mais maintenant, il est le numéro 5. Rupert a révélé que John avait été condamné à mort pour meurtre, viol et volume. La blonde a déclaré que la reine avait permis que l'homme soit transformé en vampire métis à des fins médicales. Le gars a expliqué que le docteur Ian avait spécifiquement autorisé l'utilisation du numéro 5 en ce jour spécial. Le blond dit à son compagnon que la régénération du vampire était plus rapide que celle des autres métis disponibles. Rupert a déclaré que le site était idéal pour la recherche. Prenant une seringue contenant du liquide écarlate, le blond avoua que ce serait la première fois qu'il l'utiliserait sur une créature humanoïde. Le gars espérait que son médicament agirait comme il se doit. Rupert apporta la seringue à la créature. Le numéro 5 tira hystériquement sur les chaînes, les faisant tinter bruyamment. Le blond injecta le contenu de la seringue dans le cou du métis. Archie devina que c'était une procédure assez douloureuse. Le gars a demandé à la blonde ce qu'il y avait dans la seringue. Le scientifique a déclaré que la solution du sang d'un vampire élevé et du mercure a une concentration d'1 sur 10. Rupert a déclaré que ce montant devrait être suffisant pour immobiliser le métis. Le gaz a dit que la créature était détendue pour la première fois et que c'était le seul sommeil profond après une longue période. Le blond ouvrit les yeux rouges sang du vampire métis. Rupert a expliqué que le docteur Ian avait fait de nombreuses expériences avec ce spécimen. Le gars a partagé qu'il prévoyait d'augmenter la teneur en sang de la solution et de voir ce qui se passerait. L'expérimentateur a versé une autre seringue dans le corps mou de la créature. Archie a remarqué que le sujet de test n'avait aucune réaction. Le blond a demandé à son ami d'attendre ses conclusions. Remarquant que la peau où il avait inséré l'aiguille devenait dure comme de la pierre, le gars a saisi le muscle dans lequel il a injecté la drogue. Il arracha un morceau de chair du vampire métis. Rupert supposait que la toxine avait déjà atteint le cœur. Le corps du sujet a commencé à se briser rapidement, comme s'il était fait d'argile. Le gars a dit que le vampire était mort, puisqu'il n'y avait aucun signe de régénération. Le gars aux cheveux verts remarqua que le sujet de test numéro 5 avait l'air serein. Le blond a dit qu'il voulait essayer une autre seringue, et il lui a suggéré d'attendre la prochaine opportunité. Le gars aux cheveux verts a demandé si leur voyage à Polacris était lié au vampire métis. Seth a attaqué la jeune fille et l'a plaquée fermement contre le sol. Incapable de le supporter, le gardien a vomi directement sur le sol, serrant fermement la clé dans sa main. L'homme aux cheveux bruns réalisa qu'il y a un instant l'homme se tenait en face de lui. En regardant dans la cellule avec la jeune fille, le gardien s'est rendu compte que le monsieur avait disparu. Isla continuait à se tortiller de douleur, sentant toujours une main lourde sur sa gorge. Le vampire demanda si sa fille était vraiment si heureuse de le voir qu'elle fondit en larmes. La jeune fille regardait son père avec des yeux vitreux d'où coulaient des gouttes de larmes chaudes. Le son de son cœur résonnait dans les oreilles de la jeune fille. La brune remarqua que son invité non invité était froid comme un cadavre. Et ça lui faisait un peu peur. Lorsque son père a daigné lui lâcher le cou, la jeune fille s'est mise à tousser furieusement et à avaler de l'air de manière hystérique. Seth remarqua qu'elle avait tellement peur qu'elle ne pouvait plus bouger. Le vampire fut surpris que le regard de la jeune fille change si rapidement. Elle jeta un regard indifférent à la main griffue. En regardant le visage de l'étranger, Isla réalisa qu'elle l'avait déjà vu quelque part. Malheureusement, la brune ne s'en souvenait pas, mais elle se sentait malade. La jeune fille demanda qui était l'invité de son donjon. Des yeux d'améthyste brillaient dans la pénombre. Un fort tremblement parcourut le corps de la femme maigre et elle recula.
Il a assuré que lui seul posait des questions dans cette cellule. La jeune fille remarqua que dans la bouche de l'étranger, il y avait des crocs aussi tranchants qu'une lame. Le vampire regarda avec indifférence le corps en décomposition au milieu de la cellule. Le prince fut surpris que la jeune fille puisse faire cela. Pointant du doigt le corps en décomposition, le sansu a ordonné à l'ouvrier de nettoyer. Des gouttes de sueur froide roulèrent lentement sur le visage de l'homme aux cheveux bruns. L'ouvrier s'est empressé de sortir le corps de son collègue de la cellule. Les larmes coulèrent lentement sur le visage du gars, alors qu'il regardait le corps rongé de son partenaire. L'ouvrier a demandé pardon aux morts. Souriant, Seth remarqua que la fille ressemblait beaucoup à sa mère.